C'est la réalité qui les pousse d'une certaine manière à sortir du ghetto. Le nombre maintenant est tellement important et de plus en plus important par rapport au reste de la société qu'ils ne peuvent plus se contenter d'exercer certaines professions ou bien pour les hommes d'étudier à temps plein. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Stéphane Amar, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que vous avez réalisé un très joli reportage hors des sentiers battus, en tout cas de ce qu'on pourrait imaginer sur le monde orthodoxe, qui s'appelle Orthodoxe hors du ghetto. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'idée a germé et pourquoi vous avez réalisé un tel reportage ? C'est un sujet que je connaissais un peu, que j'avais déjà traité dans un format plus court, mais l'idée de ce reportage plus long de 26 minutes est venue après un débat chez vous, Cathy Choucroune, sur Radio Kalita. Je suis ravie, alors on vous a inspiré, ça me fait plaisir. Absolument. Il y a une discussion assez vive, vous vous en souvenez sûrement, au début de l'épidémie de Corona, vers le mois de mars-avril, parce que j'avais écrit un article qui a fait pas mal réagir sur l'attitude de certains milieux orthodoxes face à la pandémie, notamment le refus de suivre les consignes de l'État, ostensiblement, même de la part de rabbins éminents. Mais je me suis rendu compte qu'à cette occasion, il y avait beaucoup d'ignorance sur ce milieu et beaucoup d'amalgames qui étaient faits. On avait tendance à mettre tout le monde un peu dans le même bloc. Or, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le monde orthodoxe ne se replie pas sur lui-même. Au contraire, il est en train de s'ouvrir à vitesse grand V au reste de la société israélienne. De plus en plus d'orthodoxes travaillent, vont à l'armée, s'investissent dans les arts, dans la mode, dans la culture, etc. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce reportage. Alors, on parle dans ce reportage justement d'un chiffre assez impressionnant. On dit que dans quelques décennies, Israël aura à peu près un tiers de sa population qui sera orthodoxe et que c'est en raison de cette croissance exponentielle que les orthodoxes ont pris conscience qu'ils ne pouvaient plus vivre comme une petite communauté coupée du reste du pays. Est-ce que vous l'avez constaté dans le reportage ? Oui, ça saute aux yeux. Non seulement, si vous voulez, ils en ont pris conscience, mais c'est la réalité qui les pousse d'une certaine manière à sortir du ghetto. C'est-à-dire que le nombre maintenant est tellement important et de plus en plus important par rapport au reste de la société qu'ils ne peuvent plus se contenter d'exercer certaines professions ou bien pour les hommes d'étudier à temps plein. Il y a la contrainte économique. Le nombre fait qu'il n'y a plus assez d'argent pour financer tous ces étudiants à plein temps. Il n'y a plus assez de gens qui travaillent pour financer ceux qui étudient. On voit dans le reportage un collège à Bnei Brak, donc une yeshiva, une académie talmudique, qui est à court d'argent, dont les membres sont obligés d'aller travailler pour survenir aux besoins de leur famille. Et puis, il y a aussi effectivement cette volonté, ce besoin de s'intégrer, de participer à la société environnante, de s'investir dans cette société israélienne si dynamique. Et plus effectivement le nombre augmente, plus il y a de gens qui vont aller dans ce chemin de l'intégration dans la société israélienne. Alors, un reportage qui n'est pas du tout, qui n'appuie pas sur les stéréotypes, c'est ça qui est assez intéressant. Est-ce que c'était un désir d'Arte qui vous a commandé le reportage ou c'était quelque chose que vous vouliez absolument faire ressortir, autant des interviews que de la façon dont c'est filmé. On se rend bien compte que ça essaie d'expliquer aux gens qu'il y a plusieurs sortes d'orthodoxes, en fait. Alors oui, je voulais évidemment montrer ça. Maintenant, effectivement, il faut que ce désir soit partagé par le diffuseur, en l'occurrence Arte. La personne, donc le responsable qui m'a commandé le reportage, Guy Brachet, m'a dit je te le commande parce que je reçois beaucoup de propositions des orthodoxes en Israël, mais c'est toujours dans le même sens. Effectivement, dans le sens d'une stigmatisation, ou en tout cas de montrer que ces gens se replient sur eux-mêmes. Or là, je m'aperçois que c'est le contraire et je pense qu'il a été convaincu, c'est le premier téléspectateur bien sûr de ce reportage, j'espère que les autres le seront aussi, il a été convaincu du fait que je décris une réalité bien réelle, une réalité massive, qui est celle de l'intégration des orthodoxes. Ce n'est pas anecdotique, ce ne sont pas quelques personnes, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui chaque année s'investissent dans l'économie, s'investissent dans la culture, s'investissent dans l'armée israélienne. C'est une véritable lame de fond, et c'est ça la réalité du monde orthodoxe. Ce ne sont pas les extrémistes que l'on peut voir
ici et là dans les séquences de nos journaux d'actualité. C'est véritablement un mouvement massif, comme le dit d'ailleurs un des grands journalistes orthodoxes israéliens dans le reportage. C'est un mouvement absolument massif qui concerne l'écrasante majorité de la communauté orthodoxe en Israël. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Haredim sont obligés de travailler, ou en tout cas pour une partie d'entre eux, et plus le temps va passer, plus on va être dans cette configuration où ils ne pourront plus seulement étudier, il faudra aussi qu'ils travaillent en plus de leurs femmes. Oui, absolument. Si vous voulez, il y a d'une certaine manière, si on peut faire un raccourci, euh, une transition vers le sionisme religieux de la part des orthodoxes, même si beaucoup bondiraient en entendant ça, mais en tout cas, c'est ce qui se Oui, passe ça dans c'est les sûr. faits. C'est-à-dire que cette logique qui a été élaborée par le Rav Kook au début du XXe siècle, qui veut qu'à la fois on s'investisse dans le monde du Kodesh et dans le monde du Chol, c'est-à-dire dans les études sacrées et également dans le monde profane, eh bien, elle est en train d'être adoptée par les communautés orthodoxes en Israël, même si ce n'est pas conceptualisé, ce n'est pas théorisé. En tout cas, dans la réalité, c'est ce qui se passe. On le voit dans le reportage. Les hommes qu'on voit restent parfaitement orthodoxes, complètement ancrés dans la tradition juive. Ils restent habillés comme des orthodoxes, ils continuent de faire leurs prières, d'étudier la Torah, mais en même temps, le matin ou dans des horaires aménagés, eh bien, ils s'investissent dans leurs entreprises, ils s'investissent dans leurs passions, si c'est la mode, si c'est la chanson. Et ça concerne d'ailleurs aussi les femmes, on le voit assez largement dans le reportage. Ils arrivent à concilier les deux. Et c'est exactement l'idéal qu'avait théorisé le Rav Kook au début du XXe siècle. Alors, on voit aussi dans ce reportage des femmes qui travaillent, des mères de famille nombreuses. Elles travaillent et pas qu'un peu, hein. Certains font 2, voire 3 jobs. Est-ce que ça ne perturbe pas l'équilibre, on va dire, du rapport homme-femme dans cette société? Parce qu'après tout, le mari se retrouve à la yeshiva. Alors, certains d'entre eux travaillent, mais dans le cas présent dans votre reportage, lorsque la femme avait trois boulots, eh bien, le mari avait choisi d'étudier en toute la journée. Ça ne perturbe pas leur relation, parce qu'après tout, c'est la femme qui ramène le salaire à la maison. Est-ce que vous avez constaté certaines problématiques, ou alors pas du tout, c'est tout à fait Non, normal? en tout cas pas dans le cas de ce reportage. Je sais que ça existe, mais je pense que la plupart des femmes qui travaillent et qui font vivre le foyer le font réellement de tout leur cœur, de toute leur âme. C'est ce que dit d'ailleurs la jeune mère de famille dans le reportage. C'est parce qu'elle estime que c'est son rôle et que le rôle de son mari, c'est d'étudier la Torah en plein temps. Je pense que c'est un idéal qui est tout à fait respectable, mais simplement il se heurte à la réalité et pas seulement à la réalité financière. Il se heurte aussi à une autre réalité, c'est que beaucoup d'hommes voient leur épanouissement pas seulement dans la maison d'études, mais également dans le monde de l'entreprise, dans l'armée ou dans des choses plus artistiques. En tout cas, ils ont envie de se réaliser plus largement et ça correspond, je crois, à une évolution aussi de notre société. Les gens, d'une manière générale, ont besoin de réaliser leur potentiel et pas seulement de rentrer dans des cases, dans des chemins qu'on leur a prédéfinis à l'avance. Ils veulent chacun à leur manière, dans une mosaïque finalement gigantesque, ils veulent s'insérer et exister pleinement, pas seulement dans une seule part de leur personnalité ou de leurs compétences intellectuelles. Alors c'est très nouveau, on voit bien dans le reportage, on les voit partout, vous l'avez dit, dans la mode, certaines chantent, d'autres voilà, sont des hackers. Il y a même un hacker apparemment très connu en Israël avec des péotes qui n'a pas du tout le look du hacker présumé. Ça c'est assez saisissant. Et puis cette espèce d'incubateur où on voit une séparation entre les hommes et les femmes, mais il y a aussi des femmes qui font du développement a priori et des hommes qui travaillent aussi en respectant la halakha, avec des horaires de prière. Enfin, on se rend compte dans votre reportage que vraiment la société, surtout à Bnei Brak, est en train de changer. Est-ce qu'ils sont bien vus, ceux qui prennent cette voie-là, dans ce que vous avez pu constater à Bnei Brak en tout cas? Alors, en ce qui concerne, si vous voulez, le travail proprement dit, le monde de l'entreprise, oui, c'est tout à fait accepté. D'ailleurs, il y a énormément de courants parmi les orthodoxes qui ont toujours travaillé, notamment chez les Hasidim, plus que chez les Mitnagdim, plus que chez ce qu'on appelle les Litvak, qui ont toujours concilié les deux. Donc, ce n'est pas choquant. Et le fait que certains décident de s'insérer dans le secteur le plus porteur de l'économie israélienne, en l'occurrence la high-tech, c'est validé par l'écrasante majorité des autorités rabbiniques, d'autant que ce sont des activités qui sont parfaitement conciliables.
avec le mode de vie orthodoxe, puisque comme on voit dans le reportage, on peut travailler dans des bureaux séparés. On n'a pas besoin de s'exposer énormément au public puisque beaucoup de choses se passent à travers l'informatique, etc., etc. En revanche, il y a des chemins beaucoup plus difficiles à mener si on est à suivre, si on est un orthodoxe. C'est par exemple, je vous montre dans le reportage, l'armée. Ça reste un des grands tabous du monde orthodoxe. Beaucoup de jeunes orthodoxes veulent faire l'armée, mais souvent, ils sont obligés pour suivre leur rêve et bien de se déconnecter de leur famille puisque ils sont exclus du giron familial, comme on le voit dans le reportage. Il y a même des foyers qui recueillent ces jeunes religieux, ces jeunes orthodoxes qui font l'armée, puisque la famille n'accepte plus de les recevoir. Pour elle, c'est une honte de voir le jeune homme revenir pour le Shabbat en uniforme dans le quartier. Ils ne veulent surtout pas que les frères et sœurs voient cela. Donc, ils sont exclus temporairement, définitivement de leur famille, mais en tout cas, ça crée des problèmes extrêmement durs. Tout n'est pas rose, évidemment, dans ce reportage. On voit que cette intégration, cette sortie du ghetto des orthodoxes ne va pas sans heurts, ne va pas sans tension. Alors, juste pour terminer, on a vu le chanteur bien connu Aviv Geffen se rapprocher en raison du Covid-19 des orthodoxes, notamment des orthodoxes de Bnei Brak. On a l'impression que cette espèce de dichotomie connue depuis la création de l'État d'Israël entre Ashkénaz, séfarades, orthodoxes, laïcs, est en train de se fissurer. Oui, bien sûr, et je dirais heureusement. Les lignes se brouillent, les frontières, quelque part, se détruisent. Un des personnages principaux du reportage, Moshe Friedman, qui a monté cet incubateur à Bnei Brak, est un descendant du Rav Sonnenfeld, qui était donc le grand Rav de l'Aïda Harédite dans les années 20, qui était un des opposants d'ailleurs au Rav Kook. Et il me disait, cette phrase assez révélatrice, il me disait, mon ancêtre a passé sa vie à construire des murs, moi je les abats. Il est évident que la société israélienne est une société beaucoup plus fluide, où les catégories sont beaucoup moins marquées, où je vous le disais, les gens ont envie d'exister pour ce qu'ils sont et pas seulement pour coller à tel ou tel mouvement, pour rentrer dans telle ou telle case qu'on leur a attribuée. Donc effectivement, des gens laïcs comme Aviv Geffen revoient leurs stéréotypes, ils se rendent compte que Bnei Brak n'est pas ce qu'on leur avait raconté, qu'il y a des personnalités extraordinaires, qu'il y a beaucoup d'amour par rapport au reste du peuple d'Israël, une volonté de se connecter les uns les autres. On voit aussi dans le reportage par rapport à ce jeune Chassid de Belz qui va à l'armée, qui est au contact avec des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés dans la vie réelle, des Russes. On comprend votre volonté de montrer voilà, ce que c'est que les orthodoxes hors du ghetto. C'est d'ailleurs le titre du reportage. Alors, je redonne quand même la date de diffusion. Arte présentera, dans le cadre de Arte Reportage, ce documentaire, on peut l'appeler comme ça, le 16 janvier à 18h, un reportage donc, que vous avez signé. En tout cas, on vous remercie beaucoup parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore ce monde, qui ont envie d'y pénétrer, c'est une jolie façon de le faire. On espère qu'il y aura beaucoup de monde voilà, derrière leur écran, leur ordinateur, leur tablette pour regarder ce reportage. Merci beaucoup Stéphane Amar. À très bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.